Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce 4e rendez-vous de la série de webinaires Les Rendez-vous du commun, donc dédié à l'innovation publique, organisé par la ville de Nancy et l'ENSGSI de l'Université de Lorraine. Nous nous posons aujourd'hui la question de l'engagement des agents dans des démarches d'innovation et comment favoriser une culture interne dédiée à l'innovation dans une administration publique. En effet, certaines méthodes ou vocabulaires peuvent vraiment paraître très différents du quotidien des agents. Donc, comment donner envie, créer la confiance et faire en sorte d'instaurer un petit goût de reviens-y sur les projets d'innovation. Pour discuter ce matin de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir 4 conférenciers, tous porteurs d'expériences différentes sur le sujet. Emmanuelle Madec-Léy, qui est directrice déléguée prospective, stratégie et innovation territoriale au sein de Metz Métropole, qui l'accompagne aujourd'hui Gilles Franchetto, responsable du service contractualisation, mécénat et partenariat financier toujours de Metz Métropole, mais qui est en transition vers le poste de responsable du lab d'innovation interne de Metz Métropole. Il nous en dira plus dans quelques instants. Ils nous présenteront aujourd'hui le retour d'expérience qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du programme de la Transfo, donc proposé par la 27e région, qui donc a donné naissance à un lab d'innovation interne. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sarah Wittkoek-Aubert, directrice de la CPM de Meurthe-et-Moselle. Sarah a décidé de faire prendre le tournant de l'innovation à tous ses collaborateurs et elle nous expliquera comment elle s'y est prise. Et enfin, Damien Dufour, co-animateur du programme Territoire de chez Betagouv. Il nous expliquera ce qu'est le programme d'intrapreneuriat que propose Betagouv pour les collectivités territoriales et comment ils accompagnent les agents dans la création des nouveaux services numériques. Donc voilà, après ce petit propos introductif, je laisse le soin à nos conférenciers de se présenter un peu plus en détail. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Lina, je m'appelle Emmanuelle Madec-Léy. Je suis directrice déléguée prospective, stratégie et innovation territoriale à Metz Métropole. J'y suis depuis 1 an. Avant cela, j'étais chargée de mission auprès du directeur général de la région Bretagne, où je m'occupais aussi du laboratoire d'innovation qui s'appelle le TILAB. Donc, j'ai ces 2 expériences sur lesquelles je pourrais parler. Et donc, la direction déléguée prospective, stratégie et innovation territoriale de Metz Métropole, c'est une petite équipe de 8 personnes qui est rattachée directement à la direction générale et qui s'occupe notamment de la recherche de financement, des partenariats, du mécénat, de la participation citoyenne, du projet métropolitain et depuis 1 an et demi de l'innovation. Donc, vous voyez, une direction qui est extrêmement transversale et qui est habituée à être une fonction support pour les collègues. Donc, on est en train de monter en puissance sur l'innovation et c'est ce que vous expliquera Gilles qui va prendre du coup la responsabilité de notre labo. Bonjour, donc moi je m'appelle Gilles Franchetto et effectivement donc j'ai en charge un service qui s'appelle contractualisation, mécénat et partenariat financier, mais ce n'est pas pour vous parler de ça que je suis là aujourd'hui, c'est effectivement pour vous faire un retour d'expérience sur la coordination d'un programme de formation à action qu'on a conduit pendant près de 15 mois à Metz Métropole, qui s'appelle donc la Transfo, en accompagnement de la 27e région. Très bien, je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous, Damien Dufour. J'interviens en tant que représentant coach au sein de la communauté beta.gouv.fr et plus particulièrement co-animateur du programme Startup de territoire au sein de l'incubateur de l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. En 2 mots, très rapidement, Betagouv, on est une mission interministérielle qui a pour objectif d'améliorer le service public de l'intérieur en favorisant le passage à l'action des agents publics. Pour y arriver, on s'inspire depuis maintenant quelques années, depuis 2013, des méthodes des startups privées en développant et en mettant en œuvre des programmes d'entrepreneuriat auprès d'administrations partenaires, historiquement des administrations centrales. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, auprès des collectivités territoriales, on a travaillé avec une dizaine de collectivités territoriales au courant 2019 pour en tout, aujourd'hui, un portefeuille de startups d'État et de startups de territoire d'environ 130 équipes. Donc, je termine. Sarah Wittkoek-Aubert, j'ai 47 ans, 3 enfants. Et depuis un petit peu plus de 7 ans, je suis à la tête de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Après un parcours professionnel exclusivement dans des organismes de sécurité sociale. Donc la CPAM de Meurthe-et-Moselle, ce n'est pas en tant que tel une administration. Donc moi, je n'ai pas le statut de fonctionnaire.
On est des organismes de droit privé en charge d'une mission de service public. Et sur le département Meurthe-et-Moselle, la CEPAM, c'est un organisme qui compte 600 collaborateurs disséminés un peu partout sur le territoire, qui gère une enveloppe financière conséquente. C'est un peu plus d'1,2 milliard de prestations versées tous les ans, que ce soit en remboursement de soins ou IJ ou arrêt maladie. Et je suis là aujourd'hui pour vous causer d'une démarche qu'on a entreprise il y a à peu près 1 an. Où on a souhaité réfléchir avec les équipes sur la maturité de la caisse, à porter dans le temps des programmes d'innovation tournés essentiellement sur l'innovation de proximité au service des usagers et dans le cadre d'un partenariat qu'on a monté avec l'ENS-GSI, donc cette école d'ingénieurs à Nancy, dont une des spécialités est l'innovation. Ok, merci à tous pour cette petite introduction. Donc, on voit que vous avez des profils tout à fait complémentaires et des retours d'expérience qui pourront être très intéressants pour nos spectateurs. Mais j'aimerais retourner à la base, à la source, au début de cette aventure liée à l'innovation dans vos structures. Pourquoi finalement cette structure a décidé de réfléchir à une ingénierie de l'innovation, dans le sens où vous prenez l'innovation par les cornes et vous décidez d'allouer des ressources, du temps, des compétences. Quel a été le déclic? Est-ce que c'est une volonté qui a émergé plutôt du terrain ou plutôt du top management, comme on dit, enfin d'en haut? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui, d'où ça vient tout ça? Peut-être Amès, vous pouvez commencer? Je vais commencer. Contrairement à ce que j'ai pu observer dans beaucoup de laboratoires d'innovation, à Metz, le déclic a été extérieur, en tout cas est venu des élus. Donc, ce n'est pas un grand mouvement de transformation interne qui a abouti à un laboratoire d'innovation, mais c'est la convergence de 2 types de dossiers. Le premier, c'est le projet métropolitain qui a été lancé au sein de Metz Métropole en 2018 suite au passage de Metz de communauté d'agglomération à métropole. Il a été décidé de lancer ce projet de territoire de manière beaucoup plus innovante et beaucoup plus décalée que ce qui se faisait d'habitude sur les projets de territoire où on avait quelque chose de très… une photographie, un diagnostic et puis un plan d'action très, très détaillé. Là, il s'est dit que le vrai intérêt d'un projet métropolitain, c'était de créer de l'animation du territoire. Donc, de faire parler les acteurs du territoire, que ce soit la société civile, les élus, les habitants, sur ce qu'ils voulaient faire de cette métropole. Et donc, il y a eu une animation qui a été faite qui a reposé sur l'intelligence collective, la co-construction, toutes ces démarches qui, pour l'instant, n'étaient pas forcément très, très utilisées dans la métropole. Donc, le premier vecteur, il vient du projet métropolitain où les élus se sont dit que cette démarche qui avait été accompagnée par de l'externe, notamment notre agence d'urbanisme, ce serait vraiment intéressant de pouvoir l'internaliser et d'avoir des compétences en interne qui soient capables de mener ce type de concertation et d'ateliers d'intelligence collective. Et puis, le second aspect, qui est aussi géré par ma direction, c'est les partenariats et notamment les partenariats financiers, où on s'est rendu compte que de plus en plus dans le mode de fonctionnement des collectivités territoriales, pour pouvoir financer des projets, il fallait pouvoir les co-construire avec des partenaires, les défendre aussi avec les acteurs du territoire, donc définir des projets qui soient portés à la fois par les acteurs économiques et par les collectivités. Et ça aussi, ça demandait des méthodes d'animation différentes, des méthodes d'intervention de la collectivité qui soient diverses. Et jusqu'ici, on n'avait pas forcément les compétences ou les profils internes qui correspondaient à ce type de revirement de l'action publique. Et c'est pour ça que le président et l'élu au projet métropolitain ont demandé à ce qu'on s'engage dans la transfo avec la 27e pour internaliser ces profils et puis qu'on puisse de plus en plus avancer sur ces questions d'association en interne et en externe. Merci. Peut-être, Sarah, tu peux apporter ton histoire à la CPM de Meurthe-et-Moselle? Ouais, alors en fait, c'est une double histoire. C'est l'histoire d'un échec et d'un agacement sur le déclic. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait 7 ans à peu près que je suis à la tête de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Et quand je suis arrivée, on a bossé avec les équipes à monter un projet d'entreprise qui avait un titre un peu sexy. Il s'appelait « Donnons de la lumière à nos idées ». Donc, plein de promesses. Et derrière, l'idée était de migrer progressivement d'une organisation qui fonctionnait de façon très descendante pour initier un petit peu plus du bottom-up avec un travail autour de la mise en confiance, la responsabilisation des agents, les sécuriser dans la prise de risque, avec l'idée qu'on pouvait donc en faire émerger toute une série de bonnes idées à mettre au profit de nos usagers. Alors ça, des idées, on en a eu plein. Mais on avait beaucoup de mal à les mettre en place. Donc, leçon numéro 1 que j'ai tirée de cette période-là a été de me dire, dans un process d'innovation, l'idée est importante, mais n'est qu'une partie du truc, parce que ça ne sert à rien d'avoir des idées si, in fine, on n'arrive pas à les déployer par des produits ou des services opérationnels sur le terrain. Donc ça, c'est l'histoire de l'échec. L'agacement, il vient, alors il est très personnel, de ce que je vis dans une institution où depuis 5 ans, on nous parle d'innovation à toutes les sauces, quoi. Dès qu'on fait un truc, voilà, on a le logo innovation, on a même maintenant un logo avec un hashtag qui s'appelle la Sécu-Innov. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, regardez un petit peu ce qui se publie émanant des organismes, on a de la Sécu-Innov à toutes les sauces, quoi. Bon. Moi, ça m'intrigue beaucoup parce que je me dis, ouais, mais c'est quoi la finalité? Est-ce que c'est uniquement de l'autosatisfaction? Et c'est quoi aussi véritablement une innovation? Parce qu'on a l'impression qu'on se perd complètement dans l'intention à pourquoi on innove, qu'est-ce qu'on cherche à en faire. Donc, la leçon numéro 2, pour moi, a été de me dire, OK, pour pouvoir faire de l'innovation, il ne faut pas dire, c'est bien d'innover, mais surtout se poser la question de pourquoi innover, quoi. Pourquoi, effectivement, en tant que structure publique, on a envie ou ça nous paraît important de s'inscrire dans une démarche d'innovation. Alors, fort de ça, l'été dernier, vu que j'avais un petit peu de temps, comme je fais parfois, j'ai laissé mes neurones un peu phosphorer. Et je me suis dit, mais alors là, cocotte, est-ce que, parce que tu es plutôt une nana très tournée vers l'action, l'intuition, il faut essayer de tester les trucs sans forcément tout bien penser au démarrage. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu n'as pas vu sur ce sujet innovation? Et est-ce que tu n'as pas vu qu'une innovation, ça doit, pour pouvoir produire durablement dans le temps quelque chose, être soutenue par un vrai process organisé sur le sujet, qui nécessite de décliner une stratégie, qui nécessite de travailler une organisation du travail ou des équipes particulières, qui nécessite d'induire aussi une culture managériale et une culture d'entreprise un peu différente. Donc, fort de tout cela, je suis allée un peu glaner sur Internet et puis je suis tombée… en plus, à l'époque, j'avais un fils en terminale qui se dédiait à faire des études d'ingénieur. Donc, je suis tombée, je ne sais pas pourquoi, sur la page partenariat de l'ENS-GSI. Et donc, je leur ai envoyé un mail en leur disant, il y a peut-être un truc à faire ensemble. Et on m'a répondu tout de suite. Donc, ça nous a permis d'enclencher tout un travail qu'on a encore en cours avec l'ENS-GSI de diagnostic de la maturité à innover de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Donc, le NSGSI, via sa boîte qui s'appelle Innovation Way, est venu pendant plusieurs semaines donc, à la caisse, travailler avec le CODIR, travailler avec le CODIREL, travailler avec ce qu'on appelle notre managerie, qui est notre réunion avec l'ensemble de l'encadrement, mais aussi avoir des entretiens individuels. Il y en a eu à peu près 80, avec un certain nombre de collaborateurs de la caisse, pour pouvoir nous faire un feedback sur quels sont aujourd'hui les points un peu solides que vous avez au niveau de votre organisation sur lequel vous pourriez capitaliser à moyen et long terme pour soutenir durablement de l'innovation. Et qu'est-ce qu'il faut encore travailler aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore suffisamment armé là-dessus. Bon. Donc, le travail est toujours en cours. On continue à bosser là-dessus et on est en train, là, à l'heure actuelle, parce que le diagnostic est fait, de tirer les fils du feedback qui nous a été posé sur ce diagnostic. Très bien. Écoutez, belle mise en bouche. Damien,
Est-ce que tu peux toi aussi nous donner un peu plus de détails? Complètement. Donc, pour le coup, de manière globale, Betagouv, on n'est pas né comme une communauté ou comme un incubateur tel que je pourrais vous le présenter juste après, mais par vraiment le point de départ, le constat de se dire qu'au sein de l'État, et là on parle vraiment de l'administration centrale, il y a une incapacité forte à faire émerger, faire naître des projets ambitieux en termes de numérique. C'était le portage initial qui était porté par Henri Verdier et Pierre Piezardi, qui est la rencontre en fait du privé et du public dans une gouvernance qui tentait à s'inspirer mutuellement des bonnes pratiques des uns et des autres. L'idée, c'était de partir des problématiques des usagers et de se dire comment est-ce qu'on est en capacité, basée sur l'identification à la fois de la problématique sur le terrain d'un usager et d'un entrepreneur qui est particulièrement énervé par cette situation, de construire une équipe dans un mode de gouvernance différent de ce qu'on a l'habitude de faire traditionnellement au sein de l'administration. Et initialement, ça a donné naissance à un premier projet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Datagouv, qui est toute la démarche, la plateforme de partage, d'amélioration et de réutilisation des données publiques au sein des administrations et des collectivités. Donc l'enjeu a vraiment été de se dire, plutôt que de penser gouvernance, plutôt que de penser ingénierie, commençons par faire un premier sujet et structurons l'ensemble de nos activités par rapport aux premiers résultats qu'on aura, et par capillarité, les choses ont fonctionné et on a construit une première start-up d'État, une deuxième, une troisième, et puis on s'est structuré au fur et à mesure sous forme d'incubateur et aujourd'hui sous forme de communauté. On a 130 équipes qui travaillent de manière autonome sur la résolution de problématiques identifiées sur le terrain, qui constituent environ 350 personnes au sein de la communauté, autour de 8 incubateurs interministériels et territoriaux avec une quarantaine de partenaires. Voilà. Mais les choses se sont faites de manière incrémentale, en partant du terrain et en construisant de manière itérative, en amélioration continue, le modèle qu'on a aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Donc ça, c'était le hier, le jour 1, la base, le déclic, le début de l'histoire. Maintenant, si on parle d'aujourd'hui, comment votre structure fait de l'innovation concrètement? Combien d'agents sont concernés? Comment vous les sollicitez? À quelle fréquence? Enfin, voilà. Comment concrètement ça se matérialise à l'heure d'aujourd'hui? La parole est à Metz. Oui, du coup, je vais la prendre, mais je vais juste parler un tout petit peu encore d'hier. Donc, quelle forme ça prend? Ça a pris la forme, en tout cas à Metz Métropole, de se lancer dans cette démarche La Transfo. Donc, c'était un programme de formation de 15 mois qui a touché 20 agents, où pendant 20 mois, c'était une formation-action. Donc, on avait des cas pratiques, des vrais sujets, pas des sujets inventés, où on était accompagné par deux designers et un sociologue pour nous aider à réfléchir sur ces sujets de manière différente, en faisant appel à toutes les méthodes du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, de l'innovation publique, à travers le design thinking, à travers des processus de co-construction avec des outils de type enquête, et puis en testant des choses. Et donc ça, c'est ce qu'on a mené pendant toute l'année 2019, en essayant de toucher des métiers très différents, basés sur un appel aux volontaires. Donc c'était une communication très large qu'on a fait pour recruter ces 20 personnes. Et pendant toute la durée de cette formation action, en plus de travailler sur ces cas pratiques, on a travaillé à aussi comment faire pour pérenniser les enseignements qu'on allait acquérir pendant toute cette période de formation. Et donc, c'était à la fois de la formation et en même temps de la préparation à la conception de ce qu'on va lancer, ce qu'on va mettre en orbite là maintenant, qu'on devait lancer juste avant le confinement, à savoir un laboratoire d'innovation interne. Donc, c'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est vraiment un processus long et un processus de co-construction de qu'est-ce que ça pourrait être cette fonction innovation dans notre administration, le mieux à ce qu'on est, à l'ancienneté de notre génération, de notre organisation, pardon, qui n'est pas non plus une organisation si vieille que ça. La métropole de Metz, c'est 15 ans d'existence, ce n'est pas non plus 50 ans d'intercommunalité ou 60 ans.
Et donc aujourd'hui, comment on fait l'innovation à Metz Métropole? En tout cas, comment on pense à l'organiser et la structurer et rendre effectivement ce mouvement d'innovation structurel et pas juste occasionnel sur tel ou tel projet sur un volet très technique. Et ben, c'est par le biais de la mise en place d'un laboratoire d'innovation interne, laboratoire qui va fonctionner avec des ex-ambassadeurs à la Transfo, vu qu'il y a tout un verbiage autour mais j'y reviendrai tout à l'heure sur la question des freins à l'innovation. Les personnes qui ont participé à la démarche à la Transfo, on les appelle les ambassadeurs. Et donc, il y a un certain nombre d'ambassadeurs qui vont contribuer maintenant de manière régulière, chaque semaine, à faire vivre ce labo. On va être épaulé par des renforts, mais ça, Emmanuel vous en parlera juste après. Et là, on est en train de recueillir tous les nouveaux cas pratiques. Mais là, ce n'est plus des cas pratiques, c'est vraiment des sujets sur lesquels le labo va travailler avec les services pour essayer de diffuser ces méthodes et ces techniques. Alors, je ne m'étale pas sur toutes les méthodes et techniques, vu que Vincent nous en a parlé lors du premier séminaire. Ce n'était pas l'objet. L'objet de ce séminaire, de ce webinaire, c'est plutôt comment impliquer les agents. Donc, l'application des agents, elle se fait par le fait qu'effectivement, les personnes qui ont participé à la démarche à Transfo, on les ressollicite au sein de notre labo de manière régulière à raison de 4 à 5 personnes qu'on a identifiées et de manière ponctuelle, lorsqu'on va avoir besoin de main-d'œuvre pour des opérations où il nous faut des gens pour aller sur le terrain, par exemple sur un processus d'enquête ou pour faire des tests, on sait qu'on peut compter sur les personnes de la Transfo pour avancer. Ah, c'est pas vrai. Du coup, je vais compléter Gilles. Le labo, lors de la Transfo, on s'est rendu compte que pour que l'innovation fonctionne dans une collectivité, il fallait 2 pans. Il fallait l'expérimentation, donc gérer des projets en mode innovation et montrer que ça avait du sens, que le fait de repartir des besoins pour réfléchir à des solutions, c'était la base de la base et qu'il fallait revenir à ça parce qu'on était en train d'inventer sinon des bordels dans tous les sens qui répondaient à aucun usage, aucun besoin, aucun usager. Donc, il va y avoir forcément cette expérimentation des projets directement pour que les agents soient convaincus qu'on peut changer les choses et que de faire différemment, ça permet d'avoir des solutions qui sont plus utiles. Mais il va y avoir aussi un volet transformation interne parce que on s'est rendu compte avec ce qu'on appelle nos ambassadeurs, c'est que venir en transfo, tester des nouvelles solutions et puis revenir dans leurs organisations, dans leurs équipes et dire ça fonctionne différemment et qu'on leur dise je ne comprends pas, on ne fera pas comme ça, c'est pas ma culture, c'est pas mon idée. Ça ne peut pas fonctionner au bout d'un moment. Les injonctions contradictoires fait que la démarche d'innovation s'arrêterait si par ailleurs, on ne mettait pas en place une démarche de transformation interne avec de la sensibilisation, avec de la formation. Voilà, il faut qu'on acculture tout le monde à cette question pour que les formés et les futurs expérimentateurs de ces démarches puissent avoir voix au chapitre et puissent défendre cette méthode. Et pour ça, par rapport à l'organisation du labo, on a obtenu 2 recrutements qui vont être lancés. Un designer de service, donc là, vraiment, quelqu'un qui aura fait un master de design et qui permettra d'implémenter ces démarches et de montrer voilà, directement avec un certain professionnalisme comment ça fonctionne et comment on fait quand on repart des besoins, de l'observation avant de rechercher des solutions ou des idées. Et puis, il y aura ce qu'on a appelé un facilitateur innovation et conduite du changement qui correspond en gros à du conseil en organisation parce qu'on pense vraiment qu'il faut aller sur des questions de simplification, il faut aller sur des questions d'accompagnement managérial, de projet de direction. Si on veut, comme je l'exprimais tout à l'heure, créer de l'acculturation générale, il faut vraiment qu'on arrive à capter le management intermédiaire et à démontrer à tous nos agents qui ont pu parfois être un peu sceptiques que l'innovation, ça peut être juste de résoudre des petits problèmes, des petits irritants, de simplifier des procédures et que même dans le quotidien et surtout dans le quotidien des gens, l'innovation a du sens. Merci pour cette mise au point un peu concrète de comment ça se passe à Metz Métropole. Est-ce que, si on reprend le même ordre, Sarah, tu veux nous en dire un peu plus sur, chez vous, à la CPM 54, l'innovation, ça se concrétise comment à l'heure d'aujourd'hui ? Très bordélique parce que j'expliquais tout à l'heure qu'on en est à la phase d'exploitation, un petit peu le diagnostic. Donc, pour l'instant, on le fait de façon assez désorganisée, mais avec le souhait de le structurer. Et là, ces dernières semaines, on a eu d'ailleurs
de réunion cette semaine là-dessus. On est en train un petit peu de l'organiser. Bon. Mais ça me permet aussi d'être en rebond par rapport à ce qu'a pu dire Emmanuel, ce qu'a pu dire Gilles, et puis la tonalité qu'on a prise au démarrage de ce webinaire. La structuration est une chose, quoi, hein, de penser une structuration pour faire de l'innovation, c'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi des éléments de contexte, parce que si effectivement en ce moment on est en train de réfléchir sur du moyen terme, sur comment on s'organise, on fait plein d'innovations à l'heure actuelle, contexte sanitaire oblige. Parce que on est un service public qui a été particulièrement impacté vu notre champ d'intervention qui est sur la santé par la crise sanitaire, où on a eu des problématiques communes à un certain nombre d'entreprises et d'administrations, mais également des problématiques spécifiques. Et à l'heure actuelle, là, depuis 3 semaines, j'ai pas loin de 150 collaborateurs qui ont changé de métier en 10 jours, qui sont en télétravail, qui font donc une activité nouvelle donc de contact tracing, où ils appellent effectivement les patients qui ont des tests positifs pour les inviter à du confinement volontaire. Donc changement de métier, changement d'outils, parce qu'il a fallu qu'on soit hyper ingénieux pour pouvoir faire travailler donc à distance une communauté donc qui était en télétravail. Voilà, donc tout ça pour dire, l'organisation c'est quelque chose d'hyper important, mais il y a aussi des contextes, des événements, des opportunités qui sont aussi plus ou moins propices à servir ou pas l'innovation. Ok. Damien, tu peux aussi nous en dire un peu plus dans le détail, concrètement, ce que le programme d'intrapreneuriat fait, offre. Voilà, je te laisse la parole. Alors, concrètement, nous, notre mission, c'est, comme je l'ai expliqué, d'améliorer le service de l'intérieur, le service public de l'intérieur, en favorisant le passage à l'action des agents. Pour y arriver, on crée des équipes dédiées, autonomes, basées sur la motivation et l'identification d'une problématique par un agent de terrain. Et après, on les aide à répondre à cette problématique en créant des produits ou des services numériques qui visent, selon 3 axes, soit à simplifier la vie des usagers, donc typiquement, on va pouvoir mettre les sujets autour de la dématérialisation, par exemple, à réparer les politiques publiques ou à améliorer finalement quelque chose qui nous apparaît comme déficient, par exemple le fait que pendant une période, en tant que demandeur d'emploi, on n'avait pas accès au marché caché, donc toutes les entreprises qui ne publient pas d'offres. Donc l'enjeu, ça a été de se dire comment est-ce qu'on est en capacité de mettre en visibilité des candidats la capacité de pouvoir postuler de manière proactive sur des entreprises qui n'ont pas forcément sollicité par le biais d'une offre une demande particulière. Et un 3e axe qui vise à améliorer, pour le coup, en innovant sur le levier du numérique, en mettant en place des politiques publiques un petit peu nouvelles, comme par exemple un groupement d'intérêt public qui a été monté post-startup d'État qui s'appelle PIX, et qui vise à valoriser, développer et certifier les compétences numériques, historiquement pour un public jeune, et qui aujourd'hui a développé un modèle plus large, qui travaille aussi en partenariat avec les entreprises du CAC 40 sur leurs collaborateurs. Donc voilà, donc 3 enjeux, simplifier, réparer ou innover au sein de la mise en œuvre de politiques publiques avec des outils numériques. Après, là où je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment, et en particulier le point d'Emmanuel sur la question de la transformation, c'est qu'en fait, notre ambition, elle va bien au-delà des startups d'État et de la création de ces produits ou de ces services numériques. L'idée, c'est de se dire qu'on souhaite propager au sein de toutes les administrations les conditions de l'innovation, à savoir le droit à l'autonomie, le devoir de coopération ouverte et le devoir d'amélioration continue. Et donc, ça voudrait dire que si on réussit, dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, n'importe quel agent du service public puisse se dire « je connais l'utilité de ma fonction, je l'exerce en pleine autonomie, j'ai la possibilité d'aller tester, de faire des nouvelles choses, de demander de l'aide, la nécessité finalement de me questionner et de m'améliorer en continu, et de changer quelque part un petit peu cette dichotomie qu'on a aujourd'hui entre la haute fonction publique qui va avoir tendance à penser les politiques publiques et la manière de l'exécuter, et puis après les agents de terrain qui sont plutôt là pour faire, et puis concrètement dans une logique d'exécutant. Et de se dire que demain, en fait, on arrivera à bouleverser ce modèle-là en inversant cette logique et en faisant que, pour le coup, la haute fonction publique se positionne en tant que catalyseur d'innovation d'intérêt général, en permettant d'identifier
les problématiques à régler, en favorisant l'émergence d'équipes autonomes pour les régler et en leur donnant des moyens incrémentaux pour arriver à répondre, basés sur l'impact, des problématiques qui auront été mises en œuvre. Voilà. Concrètement, 4 phases qui nous permettent de mettre en œuvre ça. Une première phase pendant laquelle on fait un appel à l'innovateur avec nos partenaires, donc administration centrale ou collectivités territoriales, qui généralement dure 1 mois, 1 mois et demi. Une phase d'investigation qui va durer environ 2 mois, pendant laquelle on va tenter de qualifier avec l'agent accompagné d'un coach la problématique qui a été identifiée. Et ensuite, on part dans un cycle de construction du service ou du produit numérique via des échéances et des comités d'investissement tous les 6 mois qui sont basés sur une logique de redevabilité par rapport à l'impact réel sur le terrain de la mise en œuvre de la solution. D'accord, ok. Alors, est-ce que concrètement, si on parle de retour d'expérience, quel levier vous avez identifié sur comment faire perdurer en fait l'engagement des agents dans le temps? Alors, sur les leviers, moi, ce qui me paraît important, et je vais amplifier ce qu'a dit Damien, un des leviers pour moi fondamental pour que ça fonctionne avec les collaborateurs, puisqu'on est sur la thématique comment engager, comment motiver, c'est déjà, il faut que l'innovation, elle fasse sens pour le collaborateur. Il faut qu'il sente l'utilité du projet sur lequel il bosse et l'utilité opérationnelle. Quelle valeur ajoutée concrète ça va avoir pour l'usager. Moi, dans ma boutique, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 600 collaborateurs. On fait périodiquement des baromètres de satisfaction interne. Et les résultats que j'ai, ils ne sont pas atypiques, ils sont à peu près conformes à ce qu'on voit France entière. J'ai de la satisfaction collaborateur qui, au bout de 5 ans, s'effondre. Et j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent « Ouais, mais nous, on ne voit plus le lien direct avec l'usager. On a tellement processé les choses, on a tellement segmenté front office, back office, qu'on est rentré à la Sécu pour servir l'usager, que ce soit l'assuré, le professionnel de santé, l'employeur, et dans les faits, on ne voit plus ce lien. Et donc, pour moi, un des leviers fondamentaux pour que ça fonctionne, dans mon contexte professionnel, c'est que ça ait un sens fort en termes de service pour nos usagers et d'autre part que le collaborateur se sente profondément utile. Et ça a à voir avec ce que Damien mentionnait tout à l'heure en termes d'autonomie. Le deuxième truc, c'est qu'il faut du sponsoring. Pour que ça fonctionne, il faut qu'à la tête de la boutique, ça peut être le directeur ou un autre top manager, qu'il y croit vraiment. Il faut y aller avec authenticité, j'y vais pas parce que ça fait mode en ce moment de faire de l'innovation, c'est tendance. Sinon, on n'est pas crédible. Et ça sera pas très. Les agents sur le terrain, ils le voient tout de suite, Discours construit qui est creux et qui est uniquement parce que il faut le faire pour être dans le mouvement en ce moment. Ça sera difficile d'engager, de mon point de vue, avec des postures comme ça. Et il faut vraiment un investissement fort de la tête, qui mouille un peu sa chemise, qu'il essaye de porter le truc. Après, faut que ce soit quand même, je disais, le process, c'est pas indispensable. Pour que ça fonctionne, il faut quand même que les agents aient la garantie que dans le temps, ça va tenir. Moi, j'ai vu dans la phase première que j'ai vécue, on faisait plein d'idées, plein de challenges, plein de concours. Il y a eu de la lassitude sur le fait qu'à la sortie, ça ne se matérialisait pas. Donc, il faut aussi, pour générer de l'engagement et de la motivation dans la durée, que la structure renvoie à ses collaborateurs quelque chose qui soit solide. C'est-à-dire que si je m'engage dans une innovation, j'ai un écosystème qui m'entoure, qui va m'apporter du soutien, du conseil pour que ça fonctionne. Il y a cet aspect-là qui me paraît important. Et le dernier truc, qui est un peu culturel, et je crois qu'il est très propre au monde de la sphère publique, c'est que vis-à-vis des collaborateurs, il faut aussi dédramatiser le sujet de la relation au risque. Moi, j'observe chez moi, je ne sais pas comment c'est dans toutes les administrations, c'est que naturellement, on n'a pas forcément des collaborateurs qui sont orientés risque. Et en même temps, on est quand même dans des univers professionnels qui sont relativement confort et qui sont propices
à aussi être innovant, tester des trucs, parce que, in fine, c'est sans grand risque. Donc, il y a aussi ce sujet à dédramatiser avec eux pour qu'ils se sentent en confiance lorsque ils ont envie de tenter une idée, de s'investir dans un projet pour pouvoir porter l'innovation. Ok, d'accord. Donc, quatre leviers selon toi, Sarah. Se sentir acteur, assurer la pérennité des démarches pour éviter l'effet one-shot, un sponsoring sincère de la direction. Et ton dernier, c'est dédramatiser le fait de pouvoir prendre du risque, quoi. Donc, si maintenant on se pose la question plutôt des obstacles, peut-être, voilà, Gilles, à Metz, quels obstacles vous avez rencontrés ou qu'est-ce qui a pu empêcher un agent ou plusieurs agents de se lancer ou un agent qui a quitté la transfo en cours de route? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je vais aussi organiser ça, moi, en 3 grands volets. Il y a déjà surtout l'aspect communication. Et du coup, là, la question du vocabulaire, c'est un frein qu'on a vite découvert dans les premières sessions transfo. C'est que, oui, c'est vrai, dans une administration, on est les rois des acronymes, mais dans le milieu de l'ingénierie, de l'innovation territoriale, on découvre plein d'autres choses. Idéation, co-construction, inspiration, effort collectif. Enfin, on a des crash tests, enfin, des mots qui sont loin du vocabulaire de notre quotidien. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre du temps, enfin de prendre du temps, parce que ce n'est pas perdre du temps en fait, de prendre du temps pour travailler sur la question du vocabulaire autour de l'innovation. Et je vous dis ça parce que nous, finalement, en fin de transfo, on s'est dit, mais on va peut-être d'abord parler de simplification plutôt que d'innovation. Et finalement, et c'est ce que disait Vincent, je me souviens de son graphique lors du premier webinaire, c'est que même des petites améliorations, c'est déjà de l'innovation, mais on n'est pas encore à la rupture, mais ce n'est pas grave, on a déjà fait cette petite brique et on avance. Donc, attention au vocabulaire, s'entendre sur le bon vocabulaire. Toujours sur ce volet communication, je dirais que pour emmener des agents dans cette aventure, il faut aussi trouver le bon canal pour les toucher. On ne s'est pas dit on va utiliser cette voie et c'est une unique voie. On a utilisé notre intranet. Pour toucher vraiment tout le monde, on a mis le petit dépliant quand il s'est agi de recruter les ambassadeurs, on l'a mis avec les fiches de paye, comme ça, tout le monde a une fiche de paye, donc c'était glissé avec, donc personne n'a échappé à cette information-là. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que systématiquement à chaque session de la transfo, on fait toujours ce feedback pour savoir est-ce que tout le monde a bien saisi les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'on a appris à ce moment-là. Donc, on ajuste en permanence le discours et la montée en puissance du travail sur le projet. Donc, ça, c'est sur le volet communication. L'autre volet, c'est plus sur les questions de conditions d'accueil. C'est comment j'ai pu me rendre disponible pour travailler dans le cadre du labo ou dans le cadre de la transfo. Est-ce que je l'ai bien fait valider par mon N+1? Est-ce qu'on est tous raccords? Et donc, c'est ce que disait Sarah sur la question du sponsoring, effectivement, des managers ou de la direction. Et ça, il faut sécuriser ce message-là en l'écrivant. Là, on travaille sur des lettres de mission pour les personnes qui vont participer au bureau. Et je pense que c'est très important parce que c'est aussi une manière de valoriser l'engagement et que ce n'est pas juste on le fait comme ça en se tapant dans les mains, c'est en plus de ton travail. Non, ça fait bien partie de ton travail et ne t'inquiète pas, tu passes pas juste du bon temps parce que pour une fois, on fait appel à de la créativité, à d'autres choses que tu fais quotidiennement. Donc ça, c'est important, cette question de… Et ça permet aussi enfin, je l'ai dit, de rassurer les participants. Dans les conditions d'accueil aussi, on a été assez attentif sur le lieu, sortir du cadre habituel pour ne pas se dire finalement, oui, on va être créatif, finalement, rien ne change par rapport au quotidien. Donc, on a aussi essayé tout le temps de varier les lieux dans lesquels on se réunit pour décentrer un petit peu. Et ensuite, et dans les conditions aussi, la question du temps. On travaille là beaucoup, enfin on passe du temps pour se demander combien de temps on va pouvoir utiliser, non, on va pouvoir profiter de nos permanents pour nos personnes ressources pour le bureau. Est-ce qu'une journée par semaine, c'est pas trop? Est-ce qu'une demi-journée, c'est compatible avec l'agent? Donc, il faut toujours trouver le bon calibre pour que ce temps soit digeste avec l'activité quotidienne parce que ça peut aussi venir fragiliser l'engagement des agents dans la démarche.
Et effectivement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a perdu des personnes en cours de route au niveau des ambassadeurs, c'est que à raison de 2 jours par mois, et ces 2 jours qui se suivent, finalement, ce n'était peut-être pas le bon volume adapté à un engagement vraiment pérenne des personnes. Et puis chacun aussi dans ses missions a des coups de bourre, a des choses qui font qu'il ne peut pas forcément se dégager. Et enfin, donc la communication, les conditions d'accueil, un des freins, c'est ne pas valoriser ce qui est produit, pas valoriser auprès de l'encadrement, auprès des autres agents, parce que sinon, tout le monde s'est fait plaisir en participant à cette transfo, mais il ne s'est pas senti acteur d'un changement dans son organisation. Donc voilà les 3 volets sur lesquels il y a des freins et voilà. Peut-être une autre chose que je n'ai pas abordée dans les questions de conditions d'accueil, c'est vrai qu'un des freins, c'est que les autres services peuvent voir aussi un peu comme une équipe qui va venir kidnapper un sujet. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment d'accélérer et de booster un sujet où on manque de personnes, de cerveaux disponibles pour apporter de la créativité et apporter d'autres idées. Donc, dans la terminologie, et là, ça fait un lien avec la question du vocabulaire, on n'est vraiment pas là pour prendre le sujet, s'en emparer. Non, il y a un côté booster, dynamiseur de projet. Ok, merci Gilles. Est-ce que Damien, toi, tu peux nous faire peut-être un petit focus sur le modèle de l'intrapreneuriat qui est un peu différent que ce que peuvent proposer la transfo voilà, quels sont, selon toi, les leviers et les obstacles qu'on peut avoir sur l'engagement des agents dans un programme plutôt type intrapreneuriat? Alors oui, complètement. Et pour le coup, je rejoins beaucoup, enfin même la totalité de ce qui a été évoqué précédemment sur les différents leviers, en particulier au travers de l'autonomie et du niveau de sponsorship sur la durée. Concrètement, moi j'ai tendance à voir ça vraiment comme un marathon avec des leviers et des freins qui seront différents au lancement, qui devraient nous permettre de créer un cadre favorable à l'émergence et au travail dans cette autonomie avec le détachement des agents. En l'occurrence, dans notre configuration, on a des agents qui sont détachés à raison d'1 journée par semaine pour travailler sur les phases d'investigation, donc de recherche autour de la problématique des usagers, de leurs conséquences et de ce que ça peut induire. Et ensuite, quand on commence à rentrer en phase de construction, on a des moyens qui sont plus conséquents qui sont mis à disposition, des moyens financiers et des moyens humains, où pour le coup, en termes de détachement, on se retrouve la grande majorité du temps avec des agents publics qui sont détachés à plein temps pour travailler sur la construction du produit ou du service numérique qui a pour visée de répondre à la problématique qui a été identifiée. Et généralement, on a tendance à considérer que pour une période de 6 mois, dans un mode start-up de territoire, on investit en moyenne 100 000 € pour arriver à constituer une première équipe qui a pour objectif, en 6 mois, d'avoir un impact réel sur la résolution du problème pour les usagers sur le terrain. Et au fur et à mesure, on rentre dans une logique qui nous permet d'aller rechercher des investissements, des cofinancements sous un modèle de consortium potentiellement quand on est au niveau territorial. Donc deux leviers, si je reprends la casquette de l'intrapreneur, qui sont un peu standards chez nous. Le premier, c'est de sécuriser le fait qu'ils puissent sereinement s'investir pour aller travailler sur la construction de ce produit ou de ce service numérique. Donc ça passe par la mise en place de l'aide de mission, enfin par une dimension contractuelle, en résumé. Donc des conventions publiques entre, pour le coup, le partenaire et nous, et puis après, une charte de l'intrapreneuriat et des lettres de mission pour expliquer le cadre dans lequel l'agent public va intervenir sur les prochaines semaines, mois à venir. Donc là, on est sur la sécurisation. Et cette sécurisation, elle prend en considération aussi le fait que, pour le coup, l'agent quitte son poste potentiellement à plein temps. Et donc, on doit sécuriser sa rémunération, on doit sécuriser le fait que potentiellement, en sortie, il puisse retrouver un poste qui était celui qu'il avait ou à minima un poste équivalent pour pouvoir revenir derrière. Parce qu'on peut avoir des expériences qui durent jusqu'à 3 à 4 ans dans les phases de construction avant d'envisager un atterrissage de la start-up de territoire ou d'État. Ensuite, le deuxième volet, c'est la valorisation des compétences des agents, de tout ce qui aura été appris et développé au sein du programme et de la construction du produit ou du service numérique. Et donc là, on est en train de réfléchir à un mode de certification qu'on crée en interne au sein des administrations pour être capable de valoriser l'ensemble des compétences acquises
par les agents et que ça puisse être réexploité derrière dans le cadre RH traditionnel. Donc, encore une fois, on passe par une dimension un petit peu institutionnelle, un petit peu contractuelle pour ancrer ça. Et ça fait écho, pour le coup, cette contractualisation est aujourd'hui encore nécessaire et elle fait écho à la nécessité d'expliquer fondamentalement le cadre sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Le sponsor est fondamental dans cette réflexion, c'est lui qui permet cette bulle d'autonomie et cette capacité à aller prendre des risques au sein de l'administration, au sein des collectivités pour travailler en direct, en prise directe avec le terrain. Ensuite, le cadre, il faut être capable de l'expliquer sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique et en particulier auprès des managers directs, des collègues, pour être capable de comprendre en fait dans quel cadre ça se met en œuvre. Et nous, aujourd'hui, la meilleure manière qu'on a trouvé de le faire, c'est un, de le contractualiser et deux, d'avoir des actions de formation sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour être capable de sensibiliser sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses et comment est-ce qu'on fait les choses et qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain et comment est-ce qu'on va vous tenir informé pour le coup de l'avancée de la création du produit ou du service. D'accord, mais du coup, ça me permet de rebondir sur les questions qui sont posées en fait par nos spectateurs en direct. Il y a une question sur, par exemple, assez concret sur les mélanges des niveaux hiérarchiques, par exemple. Est-ce qu'on pourrait connaître un peu les profils des agents que vous avez réussi à engager dans vos démarches, peut-être plutôt côté transfo? Est-ce que c'est des agents plutôt de terrain, plutôt middle management? Et comment vous faites cohabiter de façon constructive les différents niveaux hiérarchiques? Et même toi, Sarah, comment est-ce que tu as des agents de terrain qui doivent travailler avec des hauts directeurs en quelque sorte? Voilà. Comment vous faites cohabiter des agents qui sont sur des profils et du coup des niveaux de responsabilité très différents? Alors, moi, je vais répondre. Alors, indépendamment du projet, moi, j'ai toujours considéré que ce qui est important, c'est d'avoir autour de la table les bonnes parties prenantes. Hein, donc, moi, dans ma boîte, effectivement, il y a une structuration hiérarchique, mais des fois, on la dépasse parce que pour être efficace et bosser sur certains projets, il faut avoir en face de soi la bonne personne, celle qui a les bonnes compétences, celle qui sait. Donc, il y a comme premier principe, on bosse avec la personne qui sait. Après, par rapport à la structuration de l'innovation, parce que ça renvoie, est-ce que c'est réservé qu'aux managers? Est-ce que tout doit monter, tout doit être piloté, contrôlé par la direction sur quel projet on embarque ou pas? On est à l'heure actuelle en train de le réfléchir en se disant qu'il faut 2 niveaux. On est une grosse boutique, donc on est forcément processé. On a mangé de la démarche qualité pendant des années. Donc, on a une brique naturelle qui existe, qui est le process avec le pilote. Où, mes collaborateurs savent très bien faire ça. Et moi, j'ai tendance à penser que dans ces process qui doivent aussi être tournés vers des logiques d'innovation, c'est au pilote de gérer le truc, quoi. Si son idée, son projet, il impacte que le process, il ne nécessite pas en ressources des choses trop compliquées, il ne nécessite pas d'interface trop compliquée aussi vers l'extérieur, il a champ libre, quoi. Moi, je ne vais pas aller regarder, c'est son sujet. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire monter sous forme à un niveau au-dessus, soit dans un lab, soit dans un accélérateur centré sur nos différents clients, tous les projets un petit peu plus compliqués, qui embarquent un petit peu plus de direction métier, qui peuvent être un petit peu plus coûteux en termes de moyens, qui peuvent nécessiter aussi un accompagnement spécifique en méthodologie, en RH, en tech, etc. Et ça, effectivement, on les fera monter dans un portefeuille qui sera géré un tout petit peu au-dessus. Bon. Mais après, sur qui porte de l'innovation, moi, je considère que tout agent est susceptible de porter de l'innovation. Ce n'est pas réservé à la ligne managériale, du tout. D'autant plus qu'on est quand même une administration où notre job quotidien, c'est d'être en relation avec l'usager, quoi. Et celui qui connaît le mieux l'usager, à la limite, ce n'est pas le cadre, hein. Ce n'est pas le manager. Plutôt l'agent d'accueil, hein, qui reçoit toute la journée des assurés, parfois contents, parfois mécontents. C'est par exemple nos délégués assurance maladie qui se rendent au quotidien dans les cabinets des médecins. C'est eux qui connaissent leur public. Donc, c'est eux qui sont les plus à même de nous dire c'est quoi leurs besoins, hein, où est-ce qu'il y a une attente qu'on n'a pas encore résolue, c'est quoi leurs difficultés. Donc, moi, je compte surtout sur eux.
D'accord. Et vous, du coup, à Metz, dans la transfo, vous aviez quel type d'agent et est-ce que vous avez eu des niveaux hiérarchiques qui ont provoqué voilà, peut-être des choses à clarifier ou ça a été très naturel? Clairement, dans le profil, on a eu plus de cadres que d'agents de terrain. On l'a débriefé semaine dernière avec les ambassadeurs pour comprendre un peu qu'est-ce qui les a motivés à venir, qu'est-ce qui a pu les freiner. C'est sûr que cette démarche qui arrivait un peu de même, enfin, qui est très innovante et très différente de ce qu'ils connaissaient, a créé des freins à l'implication ou des personnes qui se sont senties pas concernées, pas légitimes, ils l'ont dit, hein. Par contre, donc là, entre guillemets, c'est un loupé de départ dans le sens où il aurait fallu que tous les gens soient légitimes, mais en même temps, ce type de démarche, quand elles arrivent comme ça, pas de nulle part, mais en tout cas qu'elles ne sont pas des démarches de brique en brique, mais bien une sorte de rupture arrivée de l'extérieur, c'est normal que ce sentiment d'absence de légitimité se soit ressenti. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui se sont lancés dans l'aventure n'ont jamais ressenti le gap entre les uns et les autres. Je pense pour deux raisons. La première, c'est les profils. Hein. C'est sûr que, disons-le clairement, ceux qui se sont embarqués dans la transfo étaient déjà des personnes qui avaient des profils assez ouverts, qui étaient sur de l'écoute, de l'horizontalité. Forcément, ça a aidé. Hein. Si on n'a pas désigné c'était pas des volontaires désignés, donc ça a été facilitant. Mais aussi, de toute manière, les techniques de facilitation qui ont été mises en place par de l'externe, puisque c'était nos 2 designers qui nous ont accompagnés dans la transfo, ont fait qu'à aucun moment, il y a une seule personne ne s'est sentie supérieure à une autre ou ayant voix au chapitre ou ayant droit de dernier mot. Enfin, voilà, le débrief qu'on a pu faire avec nos ambassadeurs dit qu'ils n'ont pas ressenti ça et que les méthodes de facilitation fait qu'on a tous été au même niveau avec nos personnalités différentes et nos points de vue différents, mais que ce n'est pas le hiérarchique qui a pris le pas sur l'un ou sur l'autre. D'accord. Je suis en décalé. Je vois que le temps file, donc j'aimerais peut-être aborder un dernier sujet avec vous avant une dernière question des spectateurs. C'est si vous aviez un conseil à donner en fait à quelqu'un, enfin voilà, à un agent qui veut se lancer dans une démarche d'innovation ou qui veut promouvoir l'innovation, voilà, qu'est-ce que vous lui diriez? Peut-être Emmanuel, si tu as envie de nous évoquer tes conseils à partager. Le premier conseil dont on s'est rendu compte dans la transfo, c'est le aller vers. Clairement, lors du lancement de la transfo, tout au long de la transfo, on a décidé qu'il fallait qu'on partage les résultats, les démarches et les méthodologies qu'on avait mis en place. Et les premiers temps qu'on a mis en place ont été plutôt des temps où on invitait les gens à venir à des événements. Que ce soit des événements assez classiques où on présentait nos résultats ou des événements plus conviviaux où vraiment on avait appelé ça la kermesse et ça avait vraiment ce principe-là de Barnum à l'extérieur où on avait un côté à la fois convivial et à la fois présentation de nos démarches. Et franchement, sur ces premiers temps, on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes qui venaient, les plus intéressés, quelques curieux qu'on a réussi à convaincre ou en tout cas à amener, mais on n'a pas eu l'ensemble des agents impliqués dans ces démarches. Par la suite, les seconds projets qu'on a menés, on a fait du aller vers, c'est-à-dire qu'on a pris notre bâton de pèlerin et on a fait du porte-à-porte sur tous les sites de la métropole, donc 10 sites, bureau après bureau, agent après agent. Alors, ça a pris un temps fou, il faut dire ce qui est. Mais par contre, là, on a vraiment eu toutes les expressions et on l'a fait. On l'a fait sur notre cas pratique qui était l'espace de convivialité, donc un futur espace qui sera dans notre futur immeuble de Metz Métropole. Et donc, on leur demandait de réfléchir avec nous aux futurs usages, aux aménagements de ce lieu. On a rencontré 150 personnes comme ça. Et on l'a refait à la fin de la transfo pour parler du labo, pour expliquer comment ça fonctionnait. Et à nouveau, on a fait ce porte-à-porte. Et vraiment, là, ça a permis de toucher les gens, de comprendre leurs freins. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit non, clairement, on n'est pas venu aux premiers événements parce qu'on ne se sentait pas concerné. Par rapport à ce que je vous ai dit, en mode, je ne vois pas en quoi votre labo va venir régler les questions d'harmonisation, de simplification, la relation avec mon manager parfois. Et vraiment, c'est indispensable d'aller vers pour impliquer toutes les personnes et leur démontrer que non, ce n'est pas quelque chose réservé au cadre ou à quelques personnes
dans un cercle très particulier, souvent vu comme un petit jeu entre cadres, et que c'est bien pour eux qu'on le fait et que justement on se met dans une position d'horizontalité qui fait qu'ils n'ont pas de crainte à s'exprimer. Il faut vraiment venir voilà, s'embarquer. Et la deuxième chose qui va à peu près, le deuxième conseil que je donne qui va à peu près avec le premier, c'est qu'il faut faire expérimenter. C'est à la fois la méthode des petits pas, donc se dire que même animer une réunion un petit peu différente, c'est une première manière de montrer de l'innovation tout en restant dans les pratiques ou dans les connaissances, parce que je trouve qu'avec ces méthodes, on peut réconcilier la réunion productive, quoi. Souvent, les gens ont l'impression qu'une réunion, ça ne sert plus à rien et au bout de 2 heures, on n'en peut plus. Rien qu'avec un petit peu d'innovation, on peut convaincre que dans le quotidien, ça a du sens et ça peut améliorer les choses. Et puis, la seconde chose, en faisant tester aux personnes et puis en agrandissant petit à petit le cercle des personnes qui testent les méthodes d'innovation, c'est de leur montrer qu'on y prend du plaisir, parce que c'est un peu un grand mot ou un gros mot dans les collectivités. Mais ce que j'en ai ressorti des différents ateliers, c'est que les gens qui les testent ont pris un bol d'oxygène, ont passé un bon moment. Et c'est aussi une manière de fidéliser en quelque sorte, parce que il y a un goût de reviens-y quand on va en atelier qui est assez important. Et il ne faut pas oublier que le bien-être au travail, c'est aussi une des composantes de l'innovation. Et que c'est en montrant qu'à la fois c'est efficace et qu'on y prend du plaisir que les personnes ont envie de continuer et peuvent le démontrer comme auprès de leur cadre comme une méthode crédible et qu'il faut continuer à mettre en place. Ok, alors je vais me permettre de déborder 2 minutes parce que je trouve que la question est intéressante de la part de Hervé Crozer. Quand on voit vos exemples, en fait, on se demande si au final, pour motiver, est-ce qu'il faut recruter à l'extérieur? Parce que vous avez tous fait intervenir. Toi, Damien, tu es l'intervenant extérieur, mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut se faire aider, il faut se faire accompagner par quelqu'un d'autre? Enfin voilà. Sur le recrutement à l'extérieur, qu'est-ce que vous auriez à dire? Ou est-ce que selon vous, on peut tout faire en interne? Ça va être vraiment contexte dépendant. Parce que là, je vais le prendre sous l'aspect recours aux consultants. Je pense que ça peut être utile, hein, effectivement, de se faire accompagner. Mais c'est important quand même que l'organisme qui s'engage là-dedans, il croit vraiment. Il ne s'agit pas de le déléguer à tierce personne. Hein. Donc, on peut avoir besoin d'un accompagnement spécifique parce qu'il y a de la compétence qu'on n'a pas. Mais le sujet n'est pas de déléguer le sujet à un organisme externe. Emmanuel, peut-être que du coup, je te voyais hocher de la tête. Ouais, Est-ce ouais. que… C'est ça, tout dépend de l'approche. Si on n'est pas dans une logique de délégation, mais de transmission et d'infusion en interne, il n'y a pas, il n'y a pas à avoir peur de recruter en interne, enfin en externe, pardon, d'avoir un apport externe. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la transfo et sur le long terme, parce que justement, on avait besoin de cette transmission progressive, cet essaimage. Je reviens sur le vocabulaire, hein, mais cet essaimage interne de l'innovation. Et quand on part, enfin dans notre cas, c'est un peu violent, mais on partait de zéro en termes de méthodologie, de structuration de l'innovation. Oui, c'est un vrai plus, c'est un accélérateur aussi. Et c'est aussi, peut-être pour un autre niveau, gage de crédibilité aussi. Il ne faut pas le nier. Et puis l'apport externe est toujours intéressant parce que c'est source d'inspiration, de benchmark, parce qu'ils ont vu d'autres organisations. Enfin, voilà. Damien? Je rebondis peut-être sur ce que dit Gilles. Clairement, je pense qu'il y a cette question de la crédibilité, ça dépend vraiment d'où vient l'organisation. Si elle est favorable à l'innovation, si le directeur général ou la directrice générale la pousse, il n'y a pas forcément besoin de ça. Si ce n'est pas le cas, une personne extérieure qui a des compétences, qui les a démontrées par ailleurs, ça crée un peu de crédibilité, ça peut être intéressant. Le second intérêt de l'extérieur, c'est que ça casse ce que j'appelle l'historique. Quand on arrive dans une nouvelle collectivité, on nous dit toujours c'est pas possible, il y a un historique, attends, je te le raconte. Il y a 3 ans, quelqu'un m'a dit que c'était pas possible et depuis, on l'a jamais mis en place. Et clairement, un recrutement extérieur, ça permet vraiment de dire arrêtez avec cette historique, c'est passé, passons à autre chose, je vais utiliser une autre méthode et on va réussir à dépasser cette question-là. Par contre, un extérieur a vraiment pas justement cette histoire de la collectivité. C'est là où finalement c'est le défaut de ses qualités.
Et c'est bien ce qu'on a essayé de mettre en place avec la transfo, c'est de dire un laboratoire d'innovation n'est qu'une réponse à un besoin, une caractéristique d'organisation. Il ne faut pas faire du prêt-à-mâcher ou aller acheter un autre concept qui ne correspond pas du tout à son organisation. Et là, il faut absolument comprendre les tenants, les aboutissants, comprendre l'interne. Et là, un externe n'aura pas cette vision. Et ce serait, voilà, faut combiner à la fois l'énergie de l'externe, surtout quand des situations se sont cristallisées depuis quelques années et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus passer à autre chose, mais en y adjoignant toute l'expérience de l'interne et la compréhension de d'où on vient, où on va et comment est-ce qu'il faut le faire pour être le plus adapté possible aux organisations. D'accord. Du coup, Damien, qu'est-ce que tu peux compléter comme, sur ce rapport à l'externe, aux compétences externes? Oui, alors, de ma fenêtre, il y a plusieurs éléments. Il y a l'équipe en tant que telle. Donc, dans notre schéma, on crée des équipes dédiées autonomes, c'est ce que je vous disais, avec un intrapreneur. La question, c'est déjà, est-ce que cet intrapreneur peut être quelqu'un qui n'est pas un agent public? Dans notre configuration, c'est très, très rarement le cas. Ça peut arriver dans certaines configurations, plutôt dans des contextes interministériels ou dans des contextes où on va aller piocher dans le parapublic ou dans le monde associatif. Mais très généralement, pour rester en prise avec les usagers, les intrapreneurs sont des agents de terrain. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, toute catégorie, en ce qui nous concerne, en particulier quand on travaille avec les collectivités territoriales, tout statut. On a travaillé avec des porteurs de repas, on a travaillé avec des conseillers sociaux. Enfin voilà, vraiment, c'est le plus en prise possible avec le terrain. Donc là, sur l'externe, j'aurais plutôt tendance à dire, en tout cas, nous, on considère qu'il vaut mieux éviter sur le profil de l'entrepreneur parce qu'on est aussi dans cette question de la transformation. Et pour le coup, il nous faut le lien avec l'usager de la manière la plus forte possible, avec l'expérience qui vient avec, l'expérience terrain. Et deux, en termes d'atterrissage, ça nous paraît quand même plus sain que ça soit fait par un agent public. Ensuite, il y a l'équipe autour de cet agent public. Et là, c'est une question de compétences. Si vous avez les compétences en interne pour être en capacité d'investiguer, de construire, de s'améliorer en continu, de faire passer à l'échelle le dispositif, faites-le et faites-le en interne. S'il vous manque des compétences, à ce moment-là, réfléchissez à la manière de les acquérir, soit en internalisant, soit en chercher à l'extérieur. Mais nous, en fait, la logique qu'on applique par rapport à ça, c'est qu'en effet, la grande majorité des personnes qui accompagnent les équipes sont de l'extérieur. Mais c'est pas un comportement par défaut, c'est juste que c'est plus simple. Et on a plutôt tendance à trouver les compétences comme ça. Après, on fait monter en compétences aussi en parallèle de ça via d'autres missions, pour le coup, les agents publics, pour être en capacité d'avoir de plus en plus d'agents qui constituent les équipes de start-up d'État ou de start-up de territoire. Et après, la troisième dimension, pour le coup, c'est en tant qu'organisation, sur la mise en œuvre d'un programme pour le coup, qui pourrait tendre vers de l'entrepreneuriat. Là, il y a des dispositifs qui permettent d'être accompagnés, qu'ils soient des dispositifs privés, avec des sociétés de conseil qui peuvent vous aider à structurer votre approche de l'innovation, pour le coup, et aussi des structures comme nous, au sein de la NCT ou de BetaGouv, qui accompagnent les collectivités territoriales dans la mise en place de programmes d'innovation, d'incubation chez eux, et potentiellement à terme le montage d'incubateurs, en tout cas la co-construction d'incubateurs via ce que nous on a appris avec les partenariats qu'on a montés historiquement. Donc n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a matière à échanger, en tout cas on est disponible. Bon, et ça sera un joli mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir livré votre retour d'expérience. Merci aux spectateurs. Alors, je sais qu'on n'a pas pu traiter toutes les questions, malheureusement, je m'en excuse. Si on peut, on vous fera un retour a posteriori, mais voilà, n'hésitez pas à partager ce webinaire. On se retrouve demain pour le dernier sur la pérennisation des démarches d'innovation au sein d'une structure. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer longue vie à l'innovation. Et je vous souhaite un bon appétit à tous et à bientôt.